Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Sur cette chaîne, on parle de business, d'entrepreneuriat, d'e-commerce, de construction, d'immobilier, de beaucoup de choses. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Donc dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement de tous les documents qui sont nécessaires pour être en règle en République du Congo. Si tu me connais pas et que tu arrives sur cette chaîne, j'investis au pays depuis un peu plus de 3 ans. Si tu fais un business, tu lances un commerce physique qui a pignon sur rue à la cité. Donc à la cité, ça veut dire en banlieue. Dans nos pays, en Afrique, on dit à la cité, mais c'est en banlieue. Tu n'es pas obligé d'avoir tous les documents prêts dès le départ. Surtout lorsque tu as un petit budget, tu peux faire ça au fur et à mesure. Donc ça veut dire trouver ton local, t'installer, puis commencer les démarches petit à petit en fonction de ton budget. Ça, je dirais que c'est l'avantage qu'on a un peu au pays, c'est qu'on n'a pas une grosse pression au niveau de la documentation. Certes, il faut avoir tous les documents et être en règle, mais on vous laisse quand même le temps de mettre les choses en place, d'être à jour. Pour mon cas, lorsque j'ai ouvert le salon de coiffure, je n'avais aucun document. Hormis le contrat de bail que j'ai eu avec le propriétaire, tout naturellement, tous les autres documents que je vais vous lister dans cette vidéo, je ne les avais pas parce qu'en réalité, je n'avais aucune connaissance. Je n'avais aucune idée des démarches à suivre, des documents qu'il fallait, parce que souvent, surtout avant de venir au pays, on me disait que oui, lorsque tu vas ouvrir un business, tout le monde va venir, tout le monde va te solliciter, etc., etc. Donc j'étais très sur mes gardes et j'avais aucune idée en réalité des documents, des papiers qu'il me fallait. Donc je le répète encore une fois, lorsque j'ai commencé, à mes yeux, c'était pas la priorité et je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes qui entreprennent à la cité, en banlieue, même si avec le temps, tout le monde se met en règle. Voilà, c'est des choses qui prennent du temps un peu parce que l'administration en Afrique n'est pas aussi rapide et aussi efficace comme on en a l'habitude, surtout que c'est pas encore digitalisé, etc., etc. Donc là, j'insiste, je parle bien pour un business qui est à la cité, qui est au quartier. Maintenant, si vous êtes en ville, que vous faites un gros business qui a pignon sur rue, qui est bien visible, là, ce sera totalement différent et je conseille fortement d'avoir une bonne partie des documents avant même de se lancer, de lancer l'activité pour être préparé parce que là, on va pas vous rater. Au niveau des documents, on va vous demander autant de documents qu'on pourrait demander à un business physique en France. Voilà, vous avez des taxes qui sont similaires à ce qu'on peut avoir en France. Par exemple, il y a des taxes qui m'ont un peu étonné, mais en France, c'est à peu près pareil, surtout ce qui va être l'enseigne. Donc l'enseigne, il y a des taxes en fonction de si vous avez un peu plus de lumière ou non. Je vais vous lister tout ça là par la suite. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre des likes. Et il se peut fortement que la liste que je vais vous fournir là aujourd'hui ne soit pas complète, qu'il manque des choses. Donc s'il y a des personnes qui ont déjà ouvert des sociétés, lancer des business qui sont très calés en termes d'un point de vue administratif pour tout ce qui va concerner la République du Congo, n'hésitez pas à donner votre avis, à partager votre expérience en commentaire, ça fera toujours plaisir et ça va en aider plus d'un. Là, ce que je vais vous communiquer, c'est la liste qui nous a été donnée pour être en règle par le PSP de Brazzaville, donc la section police administrative, afin que le commerce y soit totalement en règle. Donc il y a la police administrative qui veille à ce que les commerçants aient tous les documents, tous les papiers en bonne et due forme. Et quand c'est pas le cas, ils vont passer dans votre magasin, dans votre commerce, ils vont vous demander les papiers, ils vont soit vous laisser une convocation, soit vous demander de payer quelque chose. Dans notre cas, on avait reçu une convocation et on devait se présenter donc du coup auprès de la police administrative au PSP à Brazzaville, qui se situe à la Coupole, il me semble, avec tous les documents qui étaient demandés. J'avais certains documents tels l'attestation de recensement, j'avais le contrat de bail, j'avais certaines choses. J'avais également le papier de la mairie, mais il manquait beaucoup de choses. Et de ce fait, lorsqu'on est parti au rendez-vous, donc c'est la secrétaire qui est partie au rendez-vous, c'est là qu'ils nous ont donné une liste de documents à avoir pour que le commerce soit en règle et qu'on n'ait plus de problème. Une dernière chose, avant que je vous donne la liste, après, promis, on y arrive. Il y a beaucoup de personnes, lorsque vous allez ouvrir un commerce physique qui a pignon sur rue, qui vont venir vous solliciter, qui vont vous intimider, qui sont parfois des agents fictifs. Fictifs dans le sens où ces gens n'ont en réalité aucun rôle. Quand je dis qu'ils n'ont aucun rôle, ça veut dire qu'ils sont juste là pour vous soutirer de l'argent. Le motif n'est pas valable. Et parfois, ce ne sont pas des missions officielles. Vous voyez? Donc faites très attention, soyez prudents, soyez sur vos gardes. Et vaut mieux parfois aller payer sur place directement lorsque vous devez payer un document, une patente, peu importe ce que ça va être, que de donner de l'argent à des gens qui vont passer, qui vont vous dire donnez-moi tant, sinon on ferme le magasin, donnez-moi tant, sinon vous aurez tant d'amende. Non, c'est mieux d'aller payer sur place directement. À ce moment-là, vous serez sûr que c'est une mission officielle, c'est une démarche officielle. Voici ce qui a été demandé. Donc en point numéro 1, on nous a demandé la carte d'artisan. En point numéro 2, on nous a demandé l'autorisation d'exploitation. Je vais revenir ensuite sur tous ces points. En point numéro 3, on nous a demandé le contrat de bail et la taxe immobilière. En point numéro 4, on nous a demandé le NIU. En point numéro 5, on nous a demandé l'attestation de recensement.
Et en point numéro 6, on nous a demandé la patente. Si je fais un résumé de tout ça, on nous demande 6 papiers, 6 documents à fournir. Donc concernant la carte d'artisan, elle se fait à proximité d'Orca. Je ne sais pas ce que c'est honnêtement. Je ne l'ai pas encore faite, c'est en cours. Là, c'est la secrétaire qui s'occupe de tout ça. Lorsque j'en saurai plus, je pourrais vous en dire davantage à ce sujet-là. Pour l'instant, la carte d'artisan, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être c'est l'équivalent du cabis. Je n'ai aucune idée. Si vous avez des informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, en point numéro 2, on a l'autorisation d'exploitation. L'autorisation d'exploitation, pareil, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, l'autorisation d'exploitation. Je ne sais pas si ça doit être fourni par le propriétaire, si on doit aller à la chambre des commerces, pareil, c'est en cours, donc du coup le process il est en cours, on va essayer de se renseigner pour avoir les documents à ce niveau-là. En point numéro 3, on a le contrat de bail. Donc tout naturellement, le contrat de bail il est fourni par le propriétaire des locaux que vous louez. Mais concernant la taxe immobilière, c'est assez flou. Parce que si on se réfère à la France, je sais que tout ce qui va concerner les taxes immobilières, taxes foncières, que ce soit pour des locaux commerciaux ou pour des appartements, ce sont des taxes qui sont à la charge du propriétaire, si je ne me trompe pas. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe. Mais moi, personnellement, la taxe foncière, je la paye. Et si j'ai un locataire à payer, je vais calculer le loyer en fonction des charges que j'aurai, de la taxe foncière, etc., pour que ça rentre dans mes frais et que ce soit rentable pour moi. Mais en aucun cas, c'est le locataire qui va payer ma taxe foncière. Il va la payer, mais indirectement. Il va la payer à travers le loyer qui va me reverser et non à part. Or, dans ce cas précis, nous, on paye un loyer, mais la taxe immobilière, elle nous est demandée. Donc, pareil, si vous avez des informations à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous éclairer, parce qu'on est venu nous remettre un papier un jour avec un tarif qui était assez excessif et surtout qui n'était pas cohérent. Vous voyez, des fois, on nous donne des tarifs, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun standard, on ne comprend pas pourquoi ce tarif-là, pourquoi un autre. On peut vous dire tant à vous, tant à l'autre, voilà. Donc parfois, c'est pas trop carré. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Donc, si vous avez des idées à ce niveau-là concernant la taxe immobilière, n'hésitez pas à me donner des informations en commentaire. Ensuite, en point numéro 4, on a le NIU. Donc, le NIU classique, numéro d'identification unique. Donc, ça, c'est un papier qui sert à faire beaucoup de choses au pays. Ouvrir un compte bancaire, faire des transactions. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires désormais, qui nécessitent le NIU. Pour obtenir le NIU, vous devez aller aux impôts. Moi, j'étais parti aux impôts. On va vous demander certains documents, donc des photos, des ci, des ça, voilà, pas mal de documents. Généralement, ça peut prendre quelques semaines, comme ça peut prendre quelques mois ou plusieurs mois. Voilà, ça va dépendre. Et une fois que vous avez le NIU personnel, donc du coup, ce sera rattaché à votre personne. Ensuite, vous pouvez demander le NIU professionnel. Voilà. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe concernant les étapes, les démarches. Moi, lorsque je suis parti faire mon NIU perso, c'est comme ça qu'on m'a expliqué qu'il fallait faire pour avoir le NIU pro. Il fallait d'abord avoir le NIU perso, pardon, avant de pouvoir avoir le NIU professionnel. Et ensuite, pour avoir le NIU professionnel, ce qu'il m'avait dit aux impôts, il m'a dit que je devais avoir un contrat de bail et les statuts de l'entreprise. Donc du coup, en soit que l'entreprise soit créée déjà, il me semble, ou au moins les statuts. Ça, encore une fois, ça à vérifier, à confirmer. Mais voilà un peu la démarche pour passer du NIU perso au NIU professionnel. En point numéro 5, on va vous demander également l'attestation de recensement. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez obtenir, encore une fois, au niveau de la police administrative, donc que ce soit au PSP central, je pense qu'au central ils le font, ou au niveau de la coupole. Donc moyennant 12 000 francs, il me semble. Donc voilà, pareil, vous allez fournir des photos, etc. Et c'est plus pour être recensé, pour que la police administrative soit au courant que vous existez en tant que commerçant, en tant que boutique. Ce document, il est valable une année. Donc c'est 12 000 francs chaque année, vous allez payer et ensuite vous êtes tranquille. Et en point numéro 6, voilà, ce qu'on va vous demander également, c'est la patente. Pareil, la patente, ça c'est en cours. Donc c'est un document qui est nécessaire pour tous les commerçants. Voilà, la plupart des commerçants, ils l'ont, la patente. Et pareil, pour la patente, on s'est renseigné, donc c'est en cours, donc ça va venir. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, donc ça, ce sont d'autres choses que j'ai eu à payer. Selon le quartier où vous allez être, il y a une contribution à faire au niveau de la mairie. Donc dans notre cas, elle était autour de 40 000 francs et c'est valable une année. Voilà, je pense que c'est similaire à l'attestation de recensement. Voilà, je pense que c'est pour que la mairie puisse valider le fait que vous ayez des activités dans l'arrondissement en question. Et tous ces documents-là que j'ai cités plus haut, bien avant, ne prennent pas en compte le fait qu'il faut ouvrir une entreprise. Donc, vous avez plusieurs choix en termes de statut. C'est très similaire à ce qu'on connaît en France. Donc, vous aurez la SAS, SARL.
Et ce qui est utilisé le plus souvent, notamment par les épiciers, les commerçants, ce sera la ETS. Donc voilà, établissement, etc., etc. Je sais pas ce que ça veut dire exactement. Encore une fois, là, je vous parle de ma réalité, c'est mon expérience. Voilà, en toute transparence, depuis que je suis au pays et par rapport aux activités que j'ai lancées. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, on fait des business, c'est dans l'informel en Afrique, la plupart du temps. Après, on essaie de se formaliser, donc du coup de rendre les choses officielles au fur et à mesure. Voilà, ça va dépendre de votre projet, de votre budget, de vos objectifs. Voilà. Personnellement, moi, je suis arrivé avec plus en mode découverte, en mode je vais apprendre, je vais voir comment ça se passe sur le terrain. Et puis c'est petit à petit que je me mets un peu à jour. Et je pense que c'est une bonne manière d'expérimenter les choses, d'apprendre des choses et surtout de les comprendre. Vous voyez, là, avec du recul, maintenant, je comprends et j'arrive à mettre une utilité à chaque document qu'on va me demander, plutôt que de faire des choses sans réellement savoir ou de dépenser de l'argent comme ça à chaque fois sans réellement savoir où va l'argent. C'était un peu la vidéo du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à contribuer si jamais vous avez des informations à ce sujet-là. N'hésitez pas. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire, de commenter, de partager ce moment-là avec vous. D'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était Ange. Ciao.